Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Depuis quelques années, l'Afrique suscite l'intérêt grandissant des acteurs de l'assurance qui ont investi le secteur, mais non sans difficulté. À l'échelle mondiale, l'Afrique ne représente que 1,5% du marché global, alors qu'elle pèse pour 13% de la population mondiale. L'Afrique devrait peser pour un quart de la population mondiale d'ici 2050. Et dans une telle dynamique, comment repenser les assurances en Afrique? Comment les nouvelles technologies et le digital surtout pourraient impacter ce secteur? On ouvre le débat aujourd'hui avec nos invités. Monsieur Mamadou Koné, vous êtes le président de l'ASACI. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à Medi TV. Nous vous remercions. Et avec nous sur ce plateau, Monsieur Moutou Adjibinourou, vous êtes journaliste à l'agence Ecofin, journaliste économique et financier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Stéphane, c'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau. Alors ma première question, elle va à votre endroit, Monsieur Mamadou Koné. Vous êtes le président de l'ASACI, on va dire la fêtière des assurances de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le secteur des assurances a évolué ces 5-10 dernières années? Alors, le secteur des assurances, ces 5-10 dernières années, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, a suivi l'évolution de l'économie. Vous savez que sur la Côte d'Ivoire, on a connu des taux de croissance de 6 à 7, voire 8% au cours des 10 dernières années. Évidemment, le secteur des assurances a suivi cette évolution avec des taux de croissance à 2 chiffres. De 2011 jusqu'à 2023, nous avons connu un taux moyen de croissance d'environ 10% par an, ce qui est une très belle performance pour un secteur qui, d'un point de vue attractivité, a quand même des sujets en ce qui concerne la perception des populations. Voilà. Donc, en dépit de peut-être cette mauvaise perception, nous avons un secteur des assurances qui a fait une remarquable performance. Et nous, en tant qu'acteurs du secteur, nous n'en sommes que fiers. Ouais. Vous êtes fiers, et vous, journaliste économique et financier, qui scrutez un peu tout ce qui se fait, en parlant de perception justement, comment est-ce que ces assurances-là sont perçues sur le continent africain? Il y a eu une croissance ces dernières années, mais il y a encore une sorte de, réticence d'une certaine partie de la population à souscrire aux assurances, parce que, vous savez, dans nos sociétés, les assureurs ont malheureusement pour eux longtemps eu cette image d'encaisseur rapide, mais pour décaisser c'est un peu plus difficile. Donc les gens ont souvent tendance à croire que les assureurs viennent se faire de l'argent sur leur dos, alors qu'en réalité c'est un outil indispensable pour tout le monde, travailleur ou non. Et aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour que ces mentalités changent. Les assureurs eux-mêmes prennent le devant pour se rapprocher des potentiels assurés, pour essayer de les sensibiliser. Et nous avons également les autorités publiques qui essayent d'accompagner cela. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à la perception des assureurs dans nos sociétés, c'est que ça évolue, mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce point. Il y a beaucoup de choses à faire, mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté, on va dire, mentalité, culture, parce qu'on voit les chiffres qu'on a pu consulter avant de faire cette émission, quand on regarde un peu en Afrique du Sud, on sent une certaine émulation, c'est avec enthousiasme qu'on va s'assurer, on a de gros taux d'assurance là-bas. Quand on va un peu dans le nord, on a aussi des taux relativement bons, mais quand on vient en Afrique de l'Ouest, on peine encore à avoir des assurés. Pourquoi? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs explications. Il y a d'abord les réformes institutionnelles qu'on peut avoir dans certains pays, notamment en Afrique du Sud, où vous avez certaines assurances, notamment les assurances vie, les assurances retraite, qui sont à la fois privées ou obligatoires, qui peuvent expliquer aussi le taux de pénétration assez élevé pour l'Afrique du Sud. Après, vous avez, je dirais, l'économie de façon générale. L'économie, plus vous avez une économie développée, plus vous avez des personnes qui ont la possibilité de faire face, je dirais, à leurs besoins quotidiens, et donc avoir suffisamment d'épargne pour faire de l'assurance. Évidemment, donc dans ces contextes-là, vous avez des taux de pénétration qui sont disparates d'un pays à l'autre. Alors pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, il faut retenir qu'il y a quand même une bonne évolution, notamment sur les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, où évidemment, avec ces dernières années, le développement d'une certaine classe, je dirais, classe sociale, qui quand même arrive à rentrer, ce qu'on appelle la classe émergente, qui arrive à rentrer en termes
de moyens de subsistance, avoir un peu plus de moyens, vous avez un peu plus d'épargne qui sont mis de côté pour faire face aux dépenses d'assurance. Alors, et là, je vais vous surprendre, en dépit de la perception, peut-être qu'on a jugé assez modérée par rapport au secteur des assurances, nous avons une vraie demande d'assurance aujourd'hui, notamment les assurances santé, les assurances auto-complémentaires, qui font l'objet de vraies demandes. Ce n'est plus la situation où c'est l'assureur qui va pratiquement démarcher les clients. C'est vrai que ça continue d'exister, mais de plus en plus, on a une vraie demande d'assurance et les compagnies d'assurance s'organisent pour y faire face. Et ça dénote aussi une certaine évolution en termes de pénétration de l'assurance dans les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'on parle d'une position de départ très basse en termes de pénétration par rapport aux autres pays africains, notamment en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Est ou même en Afrique du Sud. Mais nous avons un secteur qui croît très vite et on pense que dans les prochaines années, le secteur des assurances sera à un niveau de pénétration qui soit assez satisfaisant. Un niveau satisfaisant. On a vu aussi, on sait que l'Afrique de l'Ouest, le taux de bancarisation est encore assez faible. Est-ce que vous qui regardez un peu l'activité des banques et autres, ça ne justifie pas un peu cette faiblesse de l'assurance ? En partie, oui, parce que le faible taux de bancarisation contribue fortement à la difficulté de pénétration de l'assurance dans nos sociétés, mais il n'y a pas que ça. Et Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, le taux de pénétration de l'assurance dans un pays dépend aussi du niveau d'économie de ce pays-là. Et bien que nous ayons eu des croissances phénoménales ces dernières années en Afrique de l'Ouest notamment, la taille de nos économies a encore une grande marge de manœuvre. Et il faudra voir aussi au niveau du pouvoir d'achat des populations. Est-ce que aujourd'hui nos populations ont atteint un niveau de vie qui leur permet de penser à prendre des assurances? Évidemment, il y a une classe moyenne qui se développe, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a encore une forte partie de la population qui est encore à un niveau où l'assurance n'est pas forcément une priorité pour eux. Par exemple, en Afrique du Sud, on considère généralement qu'en moyenne, un Sud-Africain dépense environ $1000 pour s'assurer, alors que quand on vient un peu sur le continent en général, voire en Afrique de l'Ouest, ça descend déjà à $70 environ. Donc il y a vraiment cette partie faiblesse du pouvoir d'achat qui compte également. Il y a aussi le fait que sur les risques de masse, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'obligations d'assurance dans nos économies. Donc il y a une sorte, pour l'instant il n'y a pas encore, à moins que je me trompe, une obligation de s'assurer sur les risques de masse dans nos économies. Donc tout ça couplé au faible taux de bancarisation, etc., à la perception longtemps négative des assureurs, etc., contribue à freiner les choses. Mais encore une fois, il y a un très grand progrès qui se fait depuis ces quelques années et je pense qu'avec la digitalisation dont on va certainement parler, on va en parler tout à l'heure, mais il y a une notion qui me revient. Tout à l'heure, on a parlé de classe émergente, on a parlé du faible taux de bancarisation. On sait que le continent africain est fortement, en tout cas l'économie au niveau de l'Afrique de l'Ouest est fortement axée sur le secteur informel. Est-ce que à ce niveau-là, les assurances proposent quelque chose parce que c'est un marché quand même aussi à adresser? Alors, donc cette question me permet de revenir sur le faible taux de bancarisation qui, pendant longtemps, a pu être aussi une des causes pour la faiblesse de la pénétration de l'assurance dans nos pays. Mais il faut retenir que cette donne a changé. Les assurances aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de la banque pour développer leurs produits avec le développement du mobile banking. Donc la banque classique va toujours continuer à faire la distribution d'assurance, mais cela dit, la banque classique n'est plus le seul élément, le seul levier sur lequel les compagnies d'assurance devraient pouvoir jouer. Vous avez aujourd'hui le mobile money. Le mobile money aujourd'hui, avec cet instrument, vous pouvez accéder à n'importe quel citoyen, où qu'il est, dans quelque contrée qu'il soit, vous pouvez accéder à cette personne pour vendre, pour faire de la collecte des primes d'assurance, mais aussi pour vendre des contrats d'assurance avec des niveaux de primes qui soient adaptés à leurs revenus. Donc, ce qui montre bien qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un compte bancaire pour accéder aux opérations d'assurance. Il suffit aujourd'hui d'avoir un téléphone
même le téléphone le plus rudimentaire vous permet d'accéder à des solutions d'assurance. Et donc, c'est ça qui nous rend optimistes dans le développement de l'assurance dans les pays africains, dans la mesure où nous avons un taux de pénétration du mobile de façon générale qui tourne autour de 90-95%. Et donc, quand vous ajoutez au mobile banking à ça, vous avez un fort levier de croissance de l'assurance et c'est ce que les compagnies d'assurance font aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez que dans nos contrées, avec la digitalisation des attestations automobiles, vous pouvez prendre votre attestation d'assurance automobile tout en restant dans votre village, rien qu'à partir du GSM. Et donc, du coup, on peut être très optimiste par rapport à ça. Après, vous avez toute la partie liée à l'informel. Et ça aussi, l'informel, si on a un élément aujourd'hui qui fédère tout l'informel, c'est le mobile. C'est le mobile. Et donc, avec l'existence du mobile aussi, nous avons aussi des boulevards de croissance de l'assurance, notamment en ce qui concerne des solutions qui marchent, des solutions qui sont adaptées aux besoins des populations, des solutions aussi pour lesquelles le paiement des primes aussi est adapté à la volatilité des revenus des populations. Donc, l'assurance doit épouser la culture locale. L'assurance doit épouser, je dirais, la vie des populations et venir s'incruster dans cette vie pour leur donner des solutions, mais pas leur imposer des modes de vie qui n'est pas adapté véritablement à leur façon de fonctionner. Et c'est là que la transformation au niveau de notre business model est un élément clé du futur de l'assurance dans les pays africains et nous y travaillons. On le voit déjà avec le mobile money, donc on va dire le digital, il y a un impact assez fort, assez positif qui vient se positionner sur le secteur des banques, mais sur le secteur des assurances, pardon. Mais ce digital-là, est-ce qu'il apporte que des solutions? Il n'y a pas des impacts, il n'y a pas des inconvénients. Le mobile money ne vient pas fragiliser certains schémas classiques qui étaient là. Non, justement. Et au contraire, il apporte vraiment que des solutions positives, de croissance, mais aussi de qualité de service. Vous savez, l'assurance a ceci que vous payez votre prime d'assurance et puis voilà, l'assureur ne vous contacte ou bien vous êtes en contact avec votre assureur quand il y a un malheur. Donc vous pouvez passer toute l'année d'assurance sans sinistre et l'année prochaine vous devrez payer. Et ce qui fait que souvent le contact avec l'assuré c'est toujours des moments douloureux. Bon, soit il faut payer la prime, soit il y a un sinistre, soit il faut aller voir l'assureur. Et la technologie nous permet de garder des points de contact permanents avec les clients, ce qui ne se fait pas par le passé. Aujourd'hui, avec la technologie, un client qui souscrit à une assurance santé, vous pouvez interagir avec le client, lui donnant des nouvelles, lui attirant son attention sur tel ou tel aspect de sa garantie, donnant des nouvelles notamment sur l'évolution de sa prime, ainsi de suite. Et lui donnant la possibilité aussi lui-même, sans partir de chez lui, accéder directement aux services d'assurance à travers des applications qui sont mises à sa disposition. Donc la technologie vient un peu, je dirais, donner un visage humain à l'assurance, en ce sens que l'assureur aujourd'hui, au même titre que le concessionnaire automobile qui a vendu un véhicule, l'assureur qui a vendu un contrat d'assurance peut rester en contact permanent avec son client et ne pas attendre le jour du sinistre pour évidemment commencer à avoir des discussions difficiles. Et donc là, en le faisant ainsi, nous arrivons véritablement à rentrer dans la vie des populations et à les assister et à être leurs compagnons de tous les jours dans la couverture de leurs risques. Alors, je vous voyais sentir, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur quelque chose, mais vous, comment vous avez accueilli en tout cas l'entrée du digital dans ce secteur? De nouvelles opportunités, de nouveaux emplois, de nouvelles startups se sont lancées dans ces secteurs-là, la surtech, la fintech, ça a déployé une nouvelle économie sur le continent aussi. Ce que l'on a remarqué, c'est que les entreprises, que je vais dire, traditionnelles d'assurance ont très vite pris le pli de la digitalisation, surtout avec l'arrivée du Covid qui a bouleversé toutes les habitudes en la matière. Et cela, comme le disait M. Koné tout à l'heure, enfin, les opportunités que cela offre sont vraiment énormes. Et il y a, évidemment, on peut voir certains risques, notamment en ce qui concerne la protection des données, parce que quand on parle de digitalisation, ça, on veut dire données en ligne, etc. Donc la protection des données, la lutte contre la fraude en ligne, etc. Honnêtement, en termes d'opportunités, moi je pense que la digitalisation n'offre que du bon pour le secteur de l'assurance en Afrique. Et on le sait, ces dernières années aussi, les pays ouest-africains ont tendance à mettre en place cette fameuse initiative de couverture maladie universelle. Vous, au niveau des assureurs, comment est-ce que vous avez accueilli ce projet? C'est vrai que c'est bénéfique pour toutes les populations, mais vous, comment vous êtes intégré ou impliqué dans ce projet? Comment vous en profitez? En ce qui concerne la demande, notamment l'assurance santé par exemple, vous voyez que l'assurance santé
Aujourd'hui, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est la branche pour laquelle il y a une demande spontanée. Une demande spontanée des populations qui viennent vers les assureurs pour dire qu'on veut faire de l'assurance santé. On veut que vous nous donnez des couvertures d'assurance santé. Ce qui montre à juste titre pourquoi les États ont eu raison de mettre en place cette assurance maladie universelle, parce que ces populations qui n'ont pas les moyens d'aller vers les assurances privées ont besoin quand même d'être assurées à moindre coût. Donc les États, évidemment, ont à juste titre réfléchi à la mise en place de cette assurance maladie universelle qui vient un peu servir de base par rapport à l'assurance maladie privée qu'on appelle aujourd'hui assurance maladie complémentaire. Alors nous avons bien compris le caractère complémentaire de notre offre par rapport aux assurances maladie universelles. Et je pense que bien structuré, ça devrait pouvoir bien marcher et nous ne demandons que ça. Pourquoi nous ne demandons que ça? Parce que pour nous, l'assurance maladie universelle vient avec un cadre institutionnel qui est très fort. Qui est de dire, on identifie les acteurs, on a un identifiant unique pour les assurances, on utilise la biométrie. Donc vous avez tout un ensemble d'éléments de sécurisation qui viennent évidemment renforcer aussi, je dirais, la sécurité des opérations que nous faisons dans le cadre des assurances complémentaires. Donc, évidemment, nous travaillons ensemble. Nous travaillons à ce que, évidemment, nos offres soient complémentaires et lorsque l'assurance de base ne peut pas fonctionner, l'assurance complémentaire vient jouer son rôle. Et c'est en cela qu'on peut avoir un système de protection sociale dans nos pays qui soit véritablement efficace et surtout inclusif. On a vu il n'y a pas très longtemps par rapport à la législation, je crois le capital au niveau des assurances est passé de 3 milliards à 5 milliards. Je connais vous qui vivez ça au quotidien, comment vous avez accueilli ce relèvement et est-ce qu'on doit s'attendre à un prochain relèvement encore? Non, pas du tout. Bien au contraire, on a vu qu'avec le relèvement qui est intervenu en 2016, il y a eu une espèce de révision de ces tests-là, puisque aujourd'hui, rien qu'en 2024, le régulateur est revenu sur la question, notamment pour ce qui est des sociétés d'assurance vie, le capital est revenu à 3 milliards, redevenu 3 milliards, le capital minimum requis, et les compagnies d'assurance non-vie ont jusqu'en 2027 pour s'arriver aux 5 milliards. Nous, ce que nous disons, l'idée n'est pas tant le capital en tant que tel, l'idée c'est de faire en sorte que le capital soit ajusté au niveau des risques que prend une compagnie d'assurance. Et donc, dès lors qu'une compagnie d'assurance prend un peu plus de risques, le mécanisme devrait faire en sorte que le capital s'ajuste automatiquement. Alors, les capitaux minimums, je pense qu'à un moment donné, ça a caractérisé la régulation il y a quelques années, mais nous allons beaucoup plus vers des capitaux qui sont plus ou moins dynamiques en fonction des risques qui sont pris. C'est d'ailleurs pour ça que nous luttons pour que ces mécanismes de capitaux minimums puissent disparaître pour favoriser l'entrepreneuriat local dans le secteur des assurances et surtout qu'une fois que l'entreprise est lancée, que son capital puisse s'ajuster en fonction de son, je dirais, du niveau de risque que l'entreprise présente, ce qui va nous permettre d'avoir véritablement des acteurs locaux qui sont forts, puisque avec un capital adapté au niveau des risques, mais aussi avoir beaucoup plus de personnes africaines qui entreprennent dans le secteur des assurances. Qui entreprennent dans ce secteur. Et on sait, vous êtes le président de l'ASACI, l'Association des assurances de Côte d'Ivoire. C'est la fêtière au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on sait qu'au niveau de l'Afrique aussi, il y a une fêtière, la FANAF, justement face à ce genre de décision, relèvement de capital et autres. Est-ce que vous êtes consulté? Comment est-ce que vous, en tant que fêtière, vous participez à ces débats? Ah oui, on est régulièrement consulté quand même sur ces questions, notamment pour ce qui est de la CIMA ou la fêtière africaine. La fêtière centrale, qui est la FANAF, participe aux travaux de la CIMA. Et évidemment, la fêtière a l'habitude de revenir vers les associations nationales pour demander leur point de vue. Donc, il y a un système de back and forth, d'échange permanent entre la fêtière et la CIMA, mais aussi entre la fêtière et les associations nationales pour faire prévaloir l'avis des associations nationales. Encore qu'en Côte d'Ivoire, nous travaillons pour que, évidemment, y compris le capital social pour la société non-vie puisse être revu aussi pour qu'on reste dans un modèle simple, un peu comme celui de la vie, à l'effet de permettre l'émergence d'entrepreneurs locaux qui vont continuer à développer le secteur des assurances et donc le développement des champions nationaux, ce qui est quand même un point fort pour les plans nationaux de développement qui sont mis en place. Donc, pour revenir sur la question, l'assurance c'est des risques.
évidemment, il faut un capital, comme il a dit tout à l'heure, il faut un capital social des fonds propres assez fort, mais nous voudrons que ces fonds propres soient ajustés au niveau des risques que prennent la compagnie d'assurance plutôt que ce soit des montants forfaitaires auxquels sont assujettis la compagnie d'assurance. Et on a vu un peu ces dernières années avec ces conditions, on a vu quelques géants africains essayer il y a eu des associations, si on peut le dire. Quelques groupes se sont distingués ça et là, mais ça a aussi tué les petits acteurs, si je puis m'exprimer. Vous, comment vous avez vécu ça et quels sont les exemples de ces structures qui ont pu s'en sortir, qui ont pu émerger dans ces conditions-là très rapidement? Alors, des petits acteurs tués, là, je n'ai pas de... J'arrive pas à avoir de nom en tête de petits acteurs tués. Par contre, j'ai vu que le secteur de l'assurance sur le continent a vraiment favorisé l'émergence de beaucoup d'entreprises locales qui ont même, dont certains ont même racheté des parts, ou plutôt des entreprises qui appartenaient à des groupes étrangers. Aujourd'hui, quand on parle d'assurance, en Afrique de l'Ouest notamment, on pense à Sunu, on pense à NCA, etc. Des compagnies qui, à chaque fois qu'elles publient leur bilan, montrent quand même que leur le chiffre d'affaires, si je peux le dire ainsi, en termes d'assurance, évolue positivement. Donc, là, vraiment, dire que ça a tué des petits champions, j'ai vraiment du mal à... On ne voit pas, mais on voit quand même des success stories. On voit quand voilà, même exactement. Il y en a beaucoup, des success stories, notamment avec ces groupes que j'ai cités là, qui continuent de s'agrandir sur le continent et peut-être qui, dans les prochaines années, vont dépasser le seul cadre de l'Afrique de l'Ouest et s'attaquer à des marchés déjà dynamiques, peut-être comme ceux d'Afrique australe ou d'Afrique de l'Est. On l'espère bien. M. Mamadou Koné, on sait aussi que la fédération, la FANAF, doit se réunir bientôt et on sait que la Côte d'Ivoire espère organiser la prochaine assemblée générale de la FANAF. Quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire d'organiser un tel événement? Alors d'abord, la FANAF de 2025 aura lieu à Marrakech. Donc la Côte d'Ivoire va à cette assemblée générale avec une forte délégation composée des sociétés membres de la SACI pour demander l'organisation de la FANAF en 2026. Alors les enjeux, d'abord il y a des enjeux historiques. Vous savez que la FANAF a été créée en 1976 à Yamoussoukro, voilà, avec l'appui du président Félix Houphouët-Boigny. Et donc, l'engagement qui avait été pris à la fois par les autorités de la FANAF à l'époque, mais aussi par les autorités ivoiriennes, c'était que la FANAF puisse revenir chaque 10 ans sur sa terre de naissance pour organiser son anniversaire, son 10e, 20e, 30e anniversaire, ainsi de suite. Donc, l'enjeu pour le marché ivoirien en 2026, ça va être le 50e anniversaire de la FANAF, qui est quand même un âge assez avancé dans la vie d'une organisation. Et il est important pour le marché ivoirien de partager son expérience avec les autres pays, mais aussi surtout de donner une nouvelle dynamique à la FANAF à partir de ce 50e anniversaire qui est dédié 50 ans. C'est un âge qui est quand même un âge suffisamment adulte. Il est important maintenant de passer à une phase où nous avons des chiffres qui reflètent la maturité de nos marchés, puisque nous en sommes encore loin. Donc en termes de taux de pénétration, en termes de qualité de service, en termes d'attractivité, en termes de perception, nous pensons que 2026, qui est le 50e anniversaire de la FANAF, devrait nous permettre de prendre des engagements forts sur ces éléments-là, notamment sur la pénétration, la qualité des services, la perception, la régulation. Et donc ça devrait être pour nous l'année de revoir de fond en comble les pratiques et de partir sur de nouvelles dynamiques qui définitivement permettent d'avoir ce taux de pénétration tant attendu et qu'on observe tant en Afrique du Nord qu'en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Donc l'enjeu pour le marché ivoirien, c'est cette responsabilité. Cette responsabilité qui est de dire, nous avons fait des choses au cours des 10 dernières années sur le marché ivoirien. Ces choses ont pu donner des résultats. Comment nous partageons ces choses avec nos marchés frères pour que après 50 ans, la FANAF puisse donner un nouveau visage de l'assurance qui rassure les clients, qui rassure les populations et que l'assurance devienne vraiment une décision spontanée dans l'esprit des populations ivoiriennes. Dans l'esprit des populations. Et mesdames et messieurs, on va dire c'est ici qu'on s'arrête, ou si vous avez un dernier mot, très rapidement. Oui,
dernier mot, c'est peut-être de dire que l'assurance en Côte d'Ivoire a fait des progrès ces dernières années. La digitalisation est devenue partie intégrante de l'offre. Nous avons travaillé à la digitalisation de l'assurance automobile qui a changé l'écosystème de l'assurance automobile en Côte d'Ivoire, tant dans la façon de travailler des policiers, dans la façon de travailler de nos courtiers, dans la façon de travailler des compagnies d'assurance. Nous travaillons sur des autres chantiers structurants, notamment l'assurance santé, qui reste un point important en liaison avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour avoir une assurance santé dans laquelle tout le monde s'y retrouve, notamment les consommateurs, les assurés, les bénéficiaires de contrats, les cliniques, les assureurs, les courtiers, les organismes de gestion délégués. Et donc notre chantier fort à ce niveau, c'est la mise en place de ce concentrateur de flux qui est un agrégateur de tous les acteurs de l'écosystème pour nous permettre d'avoir des statistiques nationales sur l'assurance santé et mieux structurer les offres de santé, mais aussi surtout les actions de prévention à l'attention des populations. En tout cas, donner un meilleur visage à l'assurance en Afrique. Merci pour vos contributions. Je rappelle que vous êtes Mamadou Koné, président de l'ASACI, et Moutiou Adjibinouro, journaliste économique à l'agence Ecofin. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur toutes nos plateformes et sur la chaîne Medi 1 TV, agréable suite de programme sur nos antennes.